Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez trouvé votre voie en prenant celle des autres. Vous avez cultivé avec succès votre passion du cinéma sans jamais en faire dans la vie. Vous êtes de retour au théâtre avec un seul en scène qui vous permet d'ouvrir un nouveau chapitre de votre carrière et de démontrer que vous demeurez plus que jamais un homme à la page. Bonjour Antoine Duléry. Bonjour mon cher Jacques. Alors, je suis ravi d'être là. Eh ben moi aussi, parce que je vous ai, en 9 ans, je vous ai jamais accueilli dans les clés d'une vie alors que vous avez plein d'activités. C'est une honte, Jacques. Heureusement que vous vous rattrapez. Exactement. Nous évoquerons le Festival d'Avignon avec ce spectacle tout à fait original où vous lisez entre les lignes dans quelques instants. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 25 novembre 1985. Ce sont vos débuts au Théâtre du Rond-Point avec Jean Marais. Ah oui, alors ça c'est formidable. J'avais écrit une pièce après avoir raté le conservatoire avec un ami qui s'appelle Christian Charmetan, acteur aussi de son métier, et on l'avait joué au Théâtre de l'Athénée, on était très fiers, on était auteur-acteur, et Francis, qui était notre prof du cours Florent, Francis Huster, oui. On l'avait perdu de vue, mais il entend parler de nous, il dit c'est sympa les gars, vous avez bougé vos fesses, vous avez écrit votre pièce, ah ben ça tombe bien, moi je monte le CID au Rond-Point, voulez-vous me suivre? Et on part. Notamment, je pars, et j'ai joué effectivement avec Jean Marais, qui était mon idole aussi d'enfance, parce que c'était les films de Cap et d'Épée. Et en 1985, effectivement, je joue le Cid avec lui, avec Jean Marais, avec Jean-Louis Barrault et Francis Huster. Voilà, et on est une troupe de jeunes autour. Et on devient tous amoureux de Jean Marais, qui était un homme absolument délicieux. Un film culte, c'est Le Bossu, qu'on voit encore aujourd'hui. Le Bossu. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que la première version du Bossu, qui était un film muet, réalisé par un certain André Euzé, ça date de 1913, l'année de naissance de Jean Marais. Oui, parce qu'il avait une date de naissance très facile. Il m'avait dit, mais c'est facile de retenir ma date de naissance. Je suis né le 11-12-13. Exactement, et il a fêté ses 80 ans avec une soirée spéciale que Jean-Claude Brialy avait organisée. Jean-Claude Brialy avait organisé au Théâtre des Bouffes parisiens. Charles Trenet, qui avait le même âge que lui, devait venir, n'est pas venu. Et Marais a répondu, c'est normal, à cet âge-là, on ne sort plus. Alors, il se trouve qu'effectivement, ce lieu où vous jouez le Rond-Point, c'était une ancienne patinoire, ouais. Et Barrault venait de reprendre le lieu. Oui. Oui, Barrault venait de reprendre. Il était un petit peu âgé. Hein. J'ai pas connu le Barrault flamboyant. J'ai beaucoup d'histoires d'ailleurs très drôles autour de ce site parce qu'il avait des problèmes de texte, le pauvre. Ouais. Alors, ça nous a donné lieu à des trucs formidables. Et puis, Jean Marais était tellement drôle. Enfin bon, voilà. Je peux raconter plein d'anecdotes. Mais il y avait aussi Huster qui donnait les résultats du match de foot. Ah oui, alors Huster, que c'était je sais pas quoi, le mondial, j'en sais rien, je suis pas très doué en foot. Et il nous donnait les résultats. Il était foot. Alors dès qu'il sortait de scène, il avait mis dans la coulisse à côté vraiment de la scène une télé. Et alors il regardait les trucs. Et puis moi, quand j'étais en scène, il récitait sous moi donc cette troupe s'avance et porte sur le front une male assurance 2-0. Et il nous balançait les résultats du foot, mine de rien, comme ça, en scène. Et Jean Marais était tellement drôle qu'on a beaucoup, beaucoup ri. La première fois que je rentre sur scène avec lui, j'étais tout le temps avec lui. C'était le premier jour de représentation. Il faisait donc très, très, très chaud. Et il avait un ventilateur à la main. Et je lui dis, mais Jeannot, n'allez rentrer en scène. Don Diego, qu'est-ce que tu fais avec ce ventilo? Il m'a dit, écoute, il fait tellement chaud. Alors je me le fous dans le cul, puis je m'envole. On m'appelle Maya l'abeille. Et on est rentré en scène. Et il a joué Orage, et j'ai trouvé que c'était formidable, cette espèce de légèreté, et tout de suite il rentrait dans son rôle. Et je lui dis, c'est ça un acteur, c'est quelqu'un qui peut déconner 2 minutes avant et être très sérieux après. Et j'en ai eu évidemment après la preuve avec mon autre héros, qui était d'ailleurs un peu le descendant de Jean Marais, Jean-Paul Belmondo. On va en reparler, mais surtout... 2 cascadeurs extraordinaires. Extraordinaire. Mais il se trouve que Jean Marais, en plus, vous l'imitez parfaitement. Et d'ailleurs, vous êtes un imitateur. C'est une phrase que vous avez eue de votre enfance, car vous avez un don qu'on connaît peu, c'est que vous prenez toutes les voix possibles et imaginables, Antoine Duléry. Alors, j'ai un don depuis que je suis petit, c'est vrai, un don que je n'ai jamais travaillé d'imitateur, que j'avais mis un peu de côté parce que imitateur, c'est pas acteur. Et moi, je voulais pas être cantonné comme un imitateur, mais comme un acteur. Et puis, un jour, il y a quelques années, Muriel Robin m'a dit, et François Berléand, écoute, maintenant qu'on te connaît comme acteur, tu fais ça tout le temps entre la poire et le fromage. C'est con que t'en fasses pas profiter. Le public écrit un spectacle. Et il y a 12-13 ans maintenant, j'ai écrit un spectacle avec un camarade et j'ai fait enfin sur scène ce spectacle d'imitation, enfin qui est un hommage aux acteurs
que j'aime, que voilà, que j'imite pas tellement les politiques, je m'en fous, je laisse ça à d'autres. J'imite les acteurs, mais j'ai jamais travaillé aucune imitation. Voilà, ben on va en reparler aussi, mais justement, c'est né dans votre enfance et je crois que vos vacances, c'était dans l'île familiale à Bréa et Exactement. que vous imitiez déjà pour vos copains et vos copines Michel Serrault et quelques autres. Oui, j'ai même commencé par imiter le livreur de vin à mes grands-parents. C'est-à-dire que j'ai d'abord Petit Louis, imité... je crois. Hein? Petit Louis, non? Petit Louis, Oui. bravo, petit Louis, petit Louis. Coco, avance dans charogne. Ceci va terminer en saucisson. Vous voyez, je fais ça à mes cousines, elles sont mortes de rire. Mais à l'époque, évidemment, à part mes grands-parents, personne ne connaît. J'ai commencé à imiter les gens du cru. Et ça faisait rire mes grands-parents, ça. Puis moi, j'étais content de faire rire parce que j'étais un petit garçon très timide. Donc le fait de faire rire, ben, on me regardait, j'existais. Alors, les imitations étaient mes premières scènes théâtrales, si je puis dire. J'avais 7-8 ans. Hein. Exactement. Mais vous étiez à Bréa. Bréa, d'ailleurs, qui était le premier site naturel classé en France en juillet 1907. Ça, je savais pas. Vous me l'apprenez, mon cher Jacques. Et c'est vrai que c'est une île où on vit vieux. Je crois que votre mère, à 97 ans et demi, est en pleine forme là-bas. Oui, alors elle ne vit pas toute l'année là-bas. Mais enfin, elle s'est mariée là-bas, elle a vécu beaucoup là-bas. Oui, c'est une armoire bretonne, ma maman. Mais c'est vrai que, en tout cas, il y a une belle qualité de vie, parce qu'il n'y a pas de voiture, il y a juste des tracteurs, enfin, il y a juste une ambulance. C'est une île paradisiaque, merveilleuse, et c'est toute mon enfance. Et une enfance, et aujourd'hui encore, ça fait partie de vos objectifs, avoir du calme là-bas. Ouais, j'ai acheté une maison. On a perdu la maison de mes grands-parents quand ils sont décédés, mais j'ai racheté une maison il y a 24 ans, qui n'est pas la maison de mes grands-parents, hein, bien sûr. Et c'est vrai que dès que je peux y aller, me ressourcer entre deux films, entre deux pièces, même hors saison, j'adore y aller parce que c'est dès que je prends le bateau et que je traverse ce qu'on appelle le Ferlez, là, ça y est, quoi, je suis ailleurs. Et puis je redeviens ce petit enfant que je n'ai jamais cessé d'être. Vos grands-parents étaient, je crois, Antoine Duléry, pêcheur d'Islande. Alors mes arrière-grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils étaient pêcheurs d'Islande, enfin mon arrière-arrière-grand-père, mais ils étaient beaucoup dans les bateaux. Hein. Mon arrière-grand-père était commandant de paquebot, ma grand-mère était donc bretonne, elle s'appelait Le Troidec, et donc il y a une vraie filiation. Et mon arrière-arrière-grand-père est mort à bord de son bateau. Il a été éperonné par un bateau italien, malheureusement. Et puis, à l'époque, les capitaines mouraient, et restaient à bord de leur bateau. Et il est mort, mais c'était un pêcheur d'Islande. C'est pour ça que j'ai adoré, après, lire le bouquin de Pierre Loti, bien sûr. Et puis, il y a aussi un grand-père, Albert Reval, Oui, qui a Reval. écrit aussi un livre, qui lui, a été acteur peu connu, Oui. mais qui a eu une carrière d'acteur. Oui, qui a une grosse carrière. Alors, ça, c'était mon grand-père paternel. Oui. Il a joué énormément de pièces, il a même été au Français. Voilà, il s'est un peu lui-même, comment dirais-je, rabaissé souvent dans sa préface, tout ça, mais il a fait des pièces formidables avec des rôles très très importants, et encore une fois au Français. Alors, je l'ai pas connu parce qu'il est mort quand je suis né, mais il m'est revenu par Galabru, qui avait joué avec lui, et par Jean-Paul Belmondo aussi, qui m'a sorti un programme quand je jouais avec lui, la puce à l'oreille. Il m'a sorti un programme de lui et de Galabru avec mon grand-père, qu'il avait retrouvé dans les papiers de sa maman qui venait de mourir, Jean-Paul Belmondo. J'ignorais totalement que Jean-Paul avait joué avec mon grand-père, et lui aussi. Alors ça nous a encore plus soudés, lui et moi, parce que c'était un truc magique de l'au-delà, quoi. Alors, il se trouve aussi que vous auriez pu faire une autre carrière que celle artistique, puisque vous étiez doué pour le dessin, vous auriez pu faire les Beaux-Arts, Antoine Duléry. Ah oui, j'étais vraiment très... Enfin, pardon, j'ai l'impression qu'on va croire que je suis prétentieux, pas du tout. Non, mais c'est vrai que j'étais très doué en dessin. Je revois des trucs que je faisais à 12-15 ans. J'étais vraiment doué. Je sais pas pour ça que je serais devenu un grand peintre, mais j'étais vraiment... oui, j'avais une facilité. J'étais destiné à ça. Tout le monde pensait que je ferais ça. J'ai fait, pendant 15-16 ans de mes premières années, j'ai peint beaucoup avec mon père qui peignait très, 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 très bien. Je faisais des caricatures, des trucs, ce qui m'a sans doute peut-être amené après à l'imitation. Et j'étais vraiment, pour toute ma famille, il n'y avait pas de cas, quoi. J'allais devenir dessinateur. Je voulais même être dessinateur de bande dessinée. Mais vers 14-15 ans, c'est l'envie d'être acteur qui m'a pris. Oui, et puis une rencontre a été déterminante. Écoutez cette voix. Où étais-tu? Pourquoi es-tu parti? Oui, bien moi aussi, je vais t'expliquer. Et te laisser ma signature. Pierre Clémenti. Ça va pour cette fois. Car il est à l'origine de votre carrière. Oui, bravo, Pierre Clémenti, que j'ai croisé sur l'île de Bréa, que j'adorais comme acteur, et je suis allé voir ce type en vélo, parce qu'on fait du vélo, il marchait, je lui ai dit, bon voilà, je suis un jeune acteur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il m'a donné, j'avais 16 ans, il m'a donné 2-3 conseils formidables, et après la vie est belle, parce que je l'ai retrouvé après sur scène avec Huster dans Richard III. On a joué Richard III ensemble. 10-15 ans plus tard, j'ai retrouvé cet acteur de Visconti, cet acteur de Pasolini,
qui était un électron libre, mais qui m'a beaucoup conseillé et que j'ai recroisé plusieurs années après. Voilà. Et qui a malheureusement fini tragiquement trop tôt, Oui, après un sûr. séjour en prison qui lui a quand même coûté très cher. Oui, il est mort à 57 ans, très jeune, mais bon, il était dans un état difficile. Même quand j'ai joué avec lui, c'était très très compliqué. Et puis il y a eu l'école, donc il y a eu le cours Simon. Il y a eu Florent. Cours Simon, d'accord. Cours Oui, Simon et bravo. cours Florent. Mais juste une audition au cours Voilà. Simon. Je suis resté 30 secondes. Voilà, hein. mais après le cours Florent, Ouais. mais pas le conservatoire. Raté 4 fois. Quand même, c'est 4 fois le record. conservatoire. Ça, alors là, c'était pas marrant parce que je voulais la voir. Je passe à 18, 19, 20, 21 ans. À chaque fois, la clochette retentit. Monsieur Duléry, vous n'êtes pas reçu. Mais c'est pour ça que j'ai écrit cette pièce qui m'a permis après de rencontrer Francis, enfin de retrouver Francis. Donc voilà, les échecs amènent toujours à d'autres réussites. Mais j'ai été très mari, comme on disait à l'époque, de rater le conservatoire. Alors, je me suis consolé en me disant que Louis Jouvet lui-même l'avait raté et que Patrick Devers aussi l'avait raté. Voilà. Voilà. Et vous avez débuté au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet en plus. Exactement cette pièce que j'ai écrite. Voilà. J'étais dans les pas de Louis Jouvet. Et quand je jouais le Cid avec Jean Marais, on y revient, il y avait une actrice formidable qui jouait avec nous, qui était Monique Mélinan, et qui était la dernière compagne de Jouvet. Donc elle m'a beaucoup parlé de Jouvet. Voilà. Jouvet était tout près de moi parce que je jouais avec sa compagne. Ça, c'était vos débuts. Et puis, il y a une autre date importante dans votre parcours, le 22 mars 1995. À tout de suite sur Sud Radio avec Antoine Duléry. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Antoine Duléry. Nous parlerons tout à l'heure de ce spectacle à Avignon. Antoine Duléry lit entre les lignes, qui n'est pas une lecture. On expliquera pourquoi. On a évoqué vos débuts à Bréa et au théâtre et surtout dans les écoles. Et puis, le 22 mars 1995, sort ce film dont voici la bande originale. Les Misérables du XXe siècle, qui a eu le Golden Globe 96 du meilleur film étranger aux États-Unis. Et puis, c'est un film inspiré très librement des romans de Victor Hugo, dans lequel vous avez joué et auquel vous avez connu Lelouch. Alors, c'est pas tout à fait ça. J'ai connu Lelouch avant Les Misérables, car j'ai fait Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, oui. C'est mon premier film. À la suite de ça, comme ça se passe très bien, que Claude est très fidèle, il me dit on va retravailler ensemble, et il me dit tu vas travailler dans mon prochain film, et il me dit est-ce que tu aimes Jean-Paul Belmondo, qui était vraiment mon idole. Et je fais en rigolant, je fais ah ben non, tu penses que je l'aime pas du tout, tu parles, j'étais comme un fou. Et il me dit tu vas jouer avec lui. Et donc c'est ma rencontre avec Jean-Paul, et ça a été le début d'une amitié. Je savais pas, hein, je deviendrais à qui me donnerait son amitié, mais ça a été le début d'une amitié qui a duré 27 ans. Puisque grâce à ce film-là, donc j'ai rencontré Jean-Paul, et Jean-Paul ensuite m'a imposé sur La puce à l'oreille, que j'ai joué 230 fois avec lui. Et puis après, bon malheureusement il a eu cet AVC, mais on s'est jamais quitté jusqu'au bout. Je déjeunais avec lui pratiquement une fois ou deux par semaine, et j'ai eu la chance de rentrer dans l'écran et de devenir ami avec celui qui m'avait fait rêver et que j'imitais quand j'avais 15 ans sur l'île de Bréa. Oui, et qui était le même dans la ville qu'au cinéma. Mais il était extraordinaire. On a toujours peur d'être déçu quand on rencontre nos héros. Et parce qu'on peut tomber sur quelqu'un qui finalement est antipathique alors qu'il a l'air sympathique. Pas du tout. Jean-Paul évidemment était au-delà de ça. La toute première fois que je l'ai rencontré, j'allais tourner avec lui, je ne le connaissais pas. Et je vais à Besançon, là. Le film était déjà commencé, moi j'avais pas tourné. Je viens à l'hôtel pour récupérer ma clé de chambre, à la réception. Et là j'entends, je me retourne et je vois Jean-Paul Belmondo avec Tiki Olgado. Et Jean-Paul me dit, viens. Je me cache avec lui, je ne le connais pas. Il me dit, j'ai envoyé mon maquilleur dans un restaurant qui n'existe pas, en disant qu'on allait le rejoindre. Dès qu'il sera parti, on va monter dans sa chambre, on va tout vider. Le maquilleur, Charlie Coubesserian, se casse. Moi, je monte avec Jean-Paul, que je ne connais pas. J'obéis à ses ordres. On vire tout ce qu'il y avait dans la chambre du maquilleur. On met tout dans le fond du couloir. Il n'y a plus rien. Hein. Plus de lit, plus rien que ça. Et attendez, là-dessus, Jean-Paul arrive du couloir avec une chèvre vivante. Je ne sais pas où il l'avait récupérée. Dans un hôtel, hein, c'est pas con. Et on a mis la chèvre vivante dans la baignoire du maquilleur, et après on a attendu que le maquilleur revienne. Oh putain, ils m'ont vu dans un restaurant qui n'existe pas. Il a ouvert la porte, plus rien, et il a entendu bé. Et je me suis dit, on va bien se marrer avec Jean-Paul, et ça a duré 27 ans. Et c'était comme ça
tout le temps. Oui, mais Tout le temps. Mais en voiture, quand il partait et qu'il y avait un chauffeur, il montait sur le capot de la voiture ou ou à l'arrière. Tout. Il laissait la porte ouverte. Mais tout le temps. Moi, jusqu'à la fin de sa vie, enfin, je me souviens quand un jour, il m'a invité, il louait souvent une maison à Cannes, donc il m'a, en dehors du festival, mais il aimait bien Cannes. Et donc, un jour, il m'invite à passer 3-4 jours, hyper sympa, il faisait très très beau, il était en train de déjeuner, voilà, le dos à la maison, et puis moi j'arrive, et puis je me mets à côté de lui, comme ça, j'étais content, face à la mer. Elle fait, non, mets-toi en face de moi. Je dis, bien sûr, Jean-Paul, alors je me mets en face de lui, et donc face à la maison. Au bout de 30 secondes, j'ai reçu un seau d'eau du premier étage. Voilà, un classique. Voilà, il s'était mis d'accord avec celui qui s'occupait de lui pour m'envoyer un seau d'eau sur la gueule. Voilà. Et donc j'étais face à lui, et j'étais trempé de A à Z. Pourtant, et il s'est marré pendant 25 minutes. Moi aussi. Si je prenais un café avec lui, que j'allais pisser, si je revenais, mon café était plein de sel. Tout était comme ça. Et il se trouve aussi que vous aviez un point commun, c'est la passion des vieux acteurs. Ah oui. Il vous comparait à Jules Berry, je crois, Antoine. Oui, et à Pierre Brasseur. La Oui. première fois qu'il m'a vu, il m'a dit, tu me fais penser à Pierre Brasseur jeune. C'est vrai que j'avais un peu la tronche, j'avais 34 ans, j'avais un peu le nez comme ça, j'avais un petit côté Pierre Brasseur. Et donc ça, il aimait beaucoup. Et puis moi, effectivement, il a vu que j'avais une belle culture cinématographique et théâtrale, je veux dire la vérité, des vieux acteurs. Et ça lui a beaucoup plu quand on s'est rencontrés sur les miens. Et toi, t'as de la culture, hein, t'es pas comme tes copains, hein, qui... Hein, ils sont pas très cultivés, tes copains, alors que toi, tu as une culture, on peut parler des vieux acteurs et puis du théâtre, parce qu'il aimait pousser un fan de théâtre. Et moi, c'est vrai que comme il y avait cet atavisme de mon grand-père, que je n'ai pas connu, mais forcément ça a joué, je connaissais beaucoup les acteurs, les vieux acteurs, les vieux acteurs de théâtre, les vieux acteurs de cinéma, les seconds rôles, les sous-offs, comme les appelle Jacques Dutronc, les sous-offs. Il y avait Saturnin Fabre, Noël Roquevert, tous ces types-là. Jean Tissier, qu'on surnommait le nonchalant qui passe. Mais oui, Jean Tissier. Et moi, j'adore ce cinéma. J'adore les DVD. J'avais un monsieur qui me conseillait toujours pour les vieux films. Paix à son âme, c'était monsieur Bertrand Tavernier. Oui. Et grâce à Bertrand Tavernier, que je connaissais un petit peu, j'ai découvert des films extraordinaires avec des acteurs. Bon, puis on parle pas de Blier, évidemment, qui est un génie absolu, Bernard Blier, tout ça. Et Jean-Paul adorait tous ces acteurs et il avait beaucoup travaillé avec ces acteurs. Il avait connu ces acteurs-là. Et donc, il aimait bien. Il avait avec moi, il avait un vrai partner, comme on dit. Donc, je crois que ça a fait beaucoup pour l'amitié qu'il m'a donnée. Alors, donc, je reviens à Claude Lelouch parce que votre première rencontre, c'est à 7h30 du matin. Ouais. Il a entendu parler de vous parce que vous êtes imitateur, Antoine Duléry, et il vous propose un rôle. Oui, enfin, en fin de compte, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Son assistante me rencontre et elle me dit, voilà, Claude cherche un acteur pour faire tel rôle et puis il faudrait imiter. Alors, vous savez pas imiter. Puis là, il y avait le frère de Michel Bougenat qui passe, qui me connaît. Mais tu rigoles, il dit à l'assistante, Antoine passe son temps à imiter. Ah bon, Antoine, vous imitez? Moi, j'avais jamais dit que j'imitais, parce qu'en plus, je me cachais un peu de ça. Je dis, bah oui, très humblement, je dis, oui, c'est vrai, j'imite un peu. Ah bon? Bah, c'est incroyable, parce que Claude cherche justement un acteur qui imite. Alors, Claude, je rencontre. Alors ensuite, le lendemain, j'avais rendez-vous avec Claude qui recevait les acteurs de 8h à midi. Moi, je savais qu'il se levait à 5h du matin, et donc j'ai dit, je vais être le premier. Pour tout de suite marquer le coup. Je suis arrivé à 7h30. Il passait devant moi, un peu étonné. Donc déjà, je partais, pas gagnant, mais déjà, il s'est dit, c'est pas un acteur branleur qui se réveille à 11h, etc. Et là, il m'a dit, alors, il paraît que vous savez imiter? Je fais, oui, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, Aznavour, Montante. Bon, rendez-vous demain, vous me ferez tout le monde. Oui, et il vous a fait imiter quelqu'un dans une chanson. Exactement, qu'on va entendre. Ce petit chemin, pour aller à la préfecture. Petit chemin de Mireille. Exactement. Au départ, c'est une opérette de 5 kilos qui s'appelle Fouchtra. Personne n'en voulait. C'est resté dans un placard. Et puis, pile, cet abeille ont ouvert une page au hasard, sont tombés là-dessus. Mireille était partie aux États-Unis parce que personne ne voulait d'elle. Elle est revenue d'urgence. Ça a été le petit chemin. Ce petit chemin. Alors là, je l'ai enregistré. Donc, Claude m'a fait faire cette audition. Ça lui a plu. Il me dit, bon, ça y est, vous faites le film. Au revoir. Et puis, il m'a fait enregistrer avec Francis Lay cette bande-annonce où je fais Montand, Aznavour, un peu c'est rouge limite dans le film, et j'ai chanté, ouais, j'ai adoré ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin n'a ni queue ni tête, on le voit qui s'en va. C'était formidable, je me retrouvais dans un studio avec Francis Lay, et puis après je chantais ça en playback sur le tournage. C'est le premier film où on m'a reconnu un peu dans la rue, tout ça. C'est le premier film qui me donne un petit peu de notoriété, c'est tout ça pour ça. Et vous parlez de Charles Aznavour.
Aznavour, que vous avez également connu, Antoine Duléry. J'ai connu sur le tard, mais il m'aimait bien. Il était fan d'Agatha Christie, que j'ai interprété. Et alors, on est devenus très copains, et je l'appelais souvent. Et j'ai fait d'ailleurs ces deux... Il y a un rapport avec Jean-Paul, je peux raconter ça. Je l'appelle un jour, il me dit... Oh Antoine, comment ça va? Il aimait bien prendre l'accent du Sud, qui vivait dans le Sud. Il dit, ça va et toi, Charles? Il me dit, je rentre du Japon, j'ai chanté, je suis le dernier qui chante, 94 ans. Mais je suis là toute la semaine à Paris. Alors je dis, ah bah viens, c'est super, t'es là mardi? Oui, je suis là. Ben, je dis, je t'organise un déjeuner avec Jean-Paul Belmondo. Je serais très content de le revoir. Donc on déjeune, tous les trois, et à la fin, je dis, mes amis, c'est quand même un honneur d'être avec vous deux, je mesure ma chance, je suis quand même avec Belmondo et Aznavour. Et là, Charles, qui aimait bien les jeux, me fait, c'est peut-être un honneur pour toi, mais pour moi, c'est un bonheur. Qu'est-ce que vous faites demain à déjeuner? On était en train de déjeuner. Moi, je travaillais pas. Jean-Paul, était à la retraite. Ben, on fait rien. On redéjeune ensemble dans un autre restaurant, mais c'est moi qui vous invite. Alors, je les invite le mardi. Le mercredi, on redéjeune ensemble. C'est assez rare de redéjeuner 2 fois que mes personnes. Lundi matin, il était parti. Oui. Et il avait terminé 40 chansons qu'il s'apprêtait à enregistrer. Et quand il parlait de ces chansons, il disait, je ne termine jamais une chanson tant que je n'ai plus un mot à ajouter. C'était un professionnel dans sa maison de Mouriès. Il avait un petit studio au premier étage et il s'apprêtait à enregistrer de nouvelles chansons. Il est allé au Japon, ce qu'il n'aurait peut-être pas dû faire. Peut-être pas dû faire, non. Et tout le monde mais il était extraordinaire, ce qu'il me disait, tu comprends, moi J'écris tous les jours. Un mot, une strophe, un refrain, j'écris. Les autres sont des feignants. Et tu sais pourquoi j'écris? Je lui ai dit non, Charles, parce que quand j'étais jeune, j'avais dîné avec Jean Cocteau. Et Jean Cocteau, à 22h, s'était levé en disant « Excusez-moi, mesdames et messieurs, je m'en vais, car demain j'écris. » Et alors je lui avais dit « Mais vous écrivez quoi, maître? De la poésie, du théâtre, du cinéma ?» « J'écris, Charles, mais j'écris tous les jours. » Depuis ce moment-là, je fais comme lui. Les autres sont des feignasses. Voilà. Il n'y a rien contre 18h ou 19h de travail par jour. Exactement. Ce qu'il a fait toute sa vie. Toute sa vie. Et c'est pour ça qu'il est resté très longtemps et aurait pu rester encore plus longtemps. On avait parlé de ses 100 ans, il voulait faire ses adieux à Bercy pour dire au revoir et Bercy. Ah, c'est beau ça. Au revoir et Bercy. Ben non, on va pas dire au revoir, on va se retrouver dans quelques instants avec une autre date, le 9 janvier 2009. A tout de suite sur Sud Radio avec Antoine Duléry. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Antoine Duléry. Nous parlerons tout à l'heure de ce retour en seul en scène à Avignon avec Antoine Duléry, Lié entre les lignes. Une date importante dans votre vie, le 9 janvier 2009, première diffusion de cette série. Petit meurtre d'Agatha Christie, vous devenez pendant 3 ans le commissaire Jean Larosière. Ça a changé votre vie? Ça a changé, en tout cas, ça m'a confirmé une notoriété qui était déjà venue progressivement. Puis il y avait eu aussi Camping au cinéma, qui était, bon voilà, gros succès. Mais c'est vrai que ça a été un rendez-vous. J'ai adoré faire cette série avec le Marius Colucci, le fils de Coluche. Et ça a été, un vrai rendez-vous. On m'en parle toujours, quoi. Même si on a arrêté il y a quelques années, on m'en parle toujours. C'était un vrai rendez-vous avec le public tous les vendredis, 5 millions de téléspectateurs. Nous formions un couple très amusant dans les années 40. Puis c'était très très bien produit. C'était une très très belle série. Et Charles Aznavour d'ailleurs était fan de cette série, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'il m'a donné son amitié. Il me dit j'adore Agatha Christie. D'ailleurs, je lui ai offert malheureusement 5 jours avant sa mort, je lui ai offert l'intégrale des DVD, c'est-à-dire une quinzaine de cassettes de ces films. Mais c'est vrai que oui, bien sûr, ça a été un vrai. On m'en parle encore aujourd'hui, quoi. Je suis un peu le commissaire Larosière pour beaucoup de gens. Ça a été un vrai parcours dans ma vie. Oui, en même temps, il fallait s'inspirer d'Hercule Poirot sans l'imiter. Voilà, parce que c'était francisé. J'allais pas faire David Suchet, mais il fallait le mettre. Alors je l'ai un peu amené à moi avec ce côté un peu. J'ai pensé à mes aînés, j'ai pensé à Paul Meurice, j'ai pensé à Pierre Brasseur, ce côté un peu français, un peu séducteur, qui cite des poèmes, qui est un peu... Voilà, je pouvais m'amuser avec ce personnage un peu haut en couleur et un peu dur avec son associé. C'était très amusant. Donc j'ai vraiment pensé à tous ces acteurs qui m'ont précédé. Et c'est vrai que Pierre Brasseur, vous avez fait un livre, vous racontez plein d'anecdotes sur lui, car vous aimez raconter des anecdotes sur les acteurs. Mais oui, parce que j'en ai vu d'abord, on m'en a raconté beaucoup, bien sûr, et puis j'ai eu la chance d'en vivre moi-même, pas beaucoup, quoi, avec Jean Marais, comme je disais, ou avec Jean-Paul, donc avec Johnny, tout ça. Donc j'aime bien raconter. C'est vrai que quand j'ai fait ce livre Imite acteur, j'ai parlé de moi, mais j'ai aussi beaucoup parlé des autres et de mes belles rencontres, parce que je suis toujours resté ce petit garçon émerveillé de toutes ces belles rencontres, quoi, ces gens qui
qu'il adorait petit et qu'il a rencontré. C'est formidable. J'aurais pu ne jamais les rencontrer. Et Pierre Brasseur, on connaît beaucoup d'anecdotes sur lui, mais il y en a une méconnue. En fait, il est au Fouquet's avec des producteurs, il les invite à déjeuner, l'addition est très élevée, il la paye, il traverse le couloir et il s'arrête et il arrache 2 nappes avec tout qui tombe en tombant. Donc on le relève, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il répond, c'est rien, j'ai été victime d'un coup de fusil. C'est extraordinaire, une telle forme d'esprit, on ne peut plus imaginer ça aujourd'hui. Ah non, c'est formidable. Mais c'était des types qui avaient des... Mais moi, j'ai connu aussi les Rochefort, les Marielle, les Noiret. Ils étaient comme ça dans la vie. Hein. Ils avaient la suite de ces grands acteurs. Les mecs étaient prêts à tout pour faire un bon mot. Je veux dire, là, ce que vous me racontez, c'est formidable. Où Jouvet, qui paraît-il, était très drôle dans la vie. On m'a raconté ça, je ne l'ai pas connu, bien sûr. Il était... je faisais faire un très beau costume, comme ces acteurs de l'époque qui étaient toujours extrêmement élégants. Et il se faisait faire un beau costume dans la vraie vie. Et le tailleur, à la fin, dit « Monsieur... Jouvet avec ce costume, on dirait un autre homme. Eh ben, vous donnerez la note à l'autre. » Exactement. C'est formidable. Extraordinaire, des mots d'esprit. Et Noiret, moi, que j'ai bien connu sa fille, qui travaillait chez Armédia, où j'étais, et Noiret était aussi chez Armédia, cette grande agence de Paris que vous connaissez. Et un jour, je parle à Frédéric Noiret pour un projet, puis elle me ramène à la porte, tu vois, elle me raccompagne. Et là, au moment d'ouvrir la porte, il y avait Noiret qui arrivait. Pour un rendez-vous. Au moment où je partais, je lui dis, Monsieur Noiret, je vous présente votre fille. Ça a duré 10 minutes sur le palier. Ah bon? Je suis très content de vous rencontrer. Comment vous appelez-vous? Ben, je m'appelle Frédéric. Ah ben, enchanté. Donc, je suis votre père. Oui, oui, depuis un petit moment. Mais écoutez, je suis ravi, vous m'avez l'air sympathique. C'est formidable. Et moi, j'étais au spectacle. Alors, il y a aussi un autre spectacle auquel vous avez participé. C'est un film dont voici la bande originale. Jean-Philippe. Car Jean-Philippe avec Johnny, entre autres, vous êtes à l'origine finalement de ce film. C'est moi qui l'ai amené à Johnny. C'est ma copine Barbara Scholz qui avait un copain inconnu au bataillon qui avait écrit ce film formidable. Il cherchait à joindre Johnny. Elle me dit, ça t'embête pas d'en parler à Johnny? Moi, je déteste faire ce genre de truc, mais quand même, j'appelle Johnny. Je dis, écoute, voilà, badaboum, badaboum. Bah écoute, envoie-la moi. Et je l'envoie. 1 heure après, il me rappelle, j'adore, je fais le film. Les mecs étaient sur le cul, parce que ça aurait pu prendre 10 ans. Et après, Johnny m'a fait, par contre, comme c'est toi qui m'as apporté le projet, je veux que tu viennes avec moi à tous les rendez-vous. Donc, j'ai été à tous les rendez-vous. Après, je l'ai amené voir Knock avec Lucchini. Après, j'ai assisté à Lucchini imitant toutes les chansons à Johnny. Johnny me dit, je savais pas qu'il était aussi faux. J'ai assisté, puis après, bon, j'ai assisté à tout. Puis bon, j'ai quand même joué dans le film aussi, parce que je joue celui qui existe à la place de Johnny, qui est Chris Summer. Et puis ça a été une aventure extraordinaire. Donc j'ai plein de trucs aussi à raconter. On pourrait en faire 2 heures sur Jean-Philippe. Mais j'ai adoré. Mais je sais que Johnny vous a appris à être Johnny. Oui, il m'a appris en tout cas à taper du pied sur scène, parce qu'il était venu me voir répéter. Il m'a donné des conseils. Alors, il fallait pas que je sois Johnny, mais un rocker. Donc il me donnait des conseils. Et ce qui était génial, c'est que pendant que je chantais sur la scène reconstituée à Villacoublay, il était derrière moi dans l'ombre en train de faire de la guitare comme un musicien lambda. C'était surréaliste. Puis de temps en temps, on s'arrêtait et il faisait un bœuf pendant 3 heures pendant la nuit. C'était magnifique. Et le film est formidable. J'adore ce film et ça nous a beaucoup liés avec Johnny. Beaucoup liés d'ailleurs. En plus, je chantais une chanson, puisque je suis censé être le mec qui a réussi à sa place. Je chantais vraiment. J'avais évidemment appris à chanter les chansons. Et je chantais une chanson qui s'appelait Le loup blessé. Le loup blessé, le loup blessé. Alors à chaque fois après le film que j'arrivais quelque part, Johnny disait, putain, tiens, voilà le loup blessé. Et il trouvait les paroles complètement connes qui avaient été écrites par le metteur en scène. Et qu'est-ce qu'elles sont cons, les paroles? Et alors dès que j'arrivais, il fait, tiens, voilà le loup blessé. Ça l'amusait beaucoup. Il avait beaucoup d'humour, Johnny, ce qu'on ne sait pas. Moi, je l'ai vu faire des blagues en faisant croire à son secrétaire que il avait mangé un plat empoisonné. Ça a marché. Oui. C'est extraordinaire. Ah ben oui, lui, il adorait faire des blagues. Il disait lui-même, j'adore mentir. Alors, il adorait mentir. Et il adorait faire des blagues. Et il était très rigolo. Et puis, il aimait se marrer. Ouais, il était... et puis surtout, il était resté... cet enfant merveilleux qu'il était finalement au fond. Et il s'émerveillait lui aussi. C'est-à-dire qu'il oubliait instantanément qu'il était Johnny Hallyday. Mais il avait beaucoup de recul sur lui. Quand il fait le film de Canet, il est très très drôle. Il fait une espèce il fait un Johnny, mais avec sa femme, enfin comme dans la vraie vie. Il est très très drôle. Il avait beaucoup de... Et dans le film, la dernière scène qu'il a faite au cinéma avec Jean Dujardin et moi, dans le film Chacun sa vie de Claude Lelouch, qui est une scène exceptionnelle.
parce qu'il joue son propre sosie. Il est extraordinaire. Alors, à un moment donné, on se rend compte que c'est pas le vrai Johnny, donc d'un coup, on lui parle comme de la merde. Mais avant que ça se passe, on lui dit, mais vous êtes bien Johnny Hallyday. Non, non, je parle comme Johnny Hallyday, mais je ne suis pas Johnny. Enfin, attendez, remettons le simple. Vous êtes Johnny Hallyday ou pas? Vous êtes bien marié à Laetitia Hallyday? Il fait, ah non, moi je suis marié avec Thérèse. Et c'est lui qui a inventé cette réplique. Et il est à pisser de rire. Ah non, parce que si je chantais comme Eddie Mitchell, je ferais du Eddie Mitchell, mais là, il se trouve que comme je chante comme Johnny Hallyday, je fais du Johnny Hallyday. Puis on peut me louer pour des mariages. Et en fin de compte, progressivement, il y a une allégorie dans cette scène. Au départ, évidemment, on lui lèche les pieds, on pense que c'est lui, et progressivement, quand on s'aperçoit que c'est plus lui, on lui parle comme de la merde. Ça a plu beaucoup à Claude Lelouch, une allégorie de la vie, quoi. Vous êtes en haut, on vous, et puis le lendemain, on vous crache à la gueule. Mais Johnny avait ce gros recul sur lui, il adorait ça, il voulait surtout pas qu'on le mette sur un piédestal. Et l'une de ses plaisanteries favorites, c'était de prêter sa voiture à un copain et ensuite d'appeler le commissariat pour dire on m'a volé la voiture. Oui, il l'a ça, fait il régulièrement. Oui, oui. Et puis il était... il me l'a pas fait à moi. Non, mais vous avez abîmé une voiture devant lui. Ah oui, oh la vache, ça c'était effrayant. J'ai fait un... La première fois que je le rencontre, c'est sur une série qui était David Lansky, mais on se connaissait pas du tout. Hein, je crois même pas qu'on avait été présenté. Enfin, juste bonjour. Et je devais le suivre très rapidement en voiture. Lui, il s'engouffrait dans un parking en moto. Moi, on m'avait filé une bagnole. Je savais conduire, mais je savais pas ce que c'était que la direction assistée. C'était une grosse Mercedes. Moi, j'avais une petite bagnole dans la vie. Enfin, allez, moteur, tout comme souvent à la télé, on n'a même pas le temps de répéter. Je pars, parce que bon, j'avais une pression terrible. Je pars à la suite de Johnny, je m'engouffre dans le parking de la Foch. Vous savez, il y a des rambardes des deux côtés. Je donne un coup de volant un peu trop fort, parce que je savais pas ce que c'était que le volant assisté. Je connaissais pas la direction assistée. Évidemment, la bagnole s'est engouffrée dans la rambarde, et j'ai niqué, si je puis dire vulgairement, tout le côté gauche de la Mercedes sublime. Donc, on a arrêté le tournage. La pire honte de ma vie. J'avais déglingué la bagnole, le propriétaire était en larmes, et là Johnny est arrivé, il s'est marré, il a fait « Putain, je suis pas prêt de te prêter ma voiture. » Et finalement, il a désamorcé le truc, parce que Johnny s'en foutait, tout ça. Le matériel, on n'avait rien à foutre. Et il a été très sympa, mais on s'est pas connus là, parce que ça a été juste... Et puis après, on s'est revus, parce qu'on devait faire un film ensemble, qui s'est pas fait malheureusement, mais après, il y a eu Jean-Philippe, et là, on s'est plus jamais quitté. Exactement. Et puis, il y a un autre chanteur aussi qui vous doit beaucoup parce que vous avez participé à un clip. Place des Grands Hommes. Place des Grands Hommes, oui, parce que je connaissais bien Patrick Bruel, on était copains en 84, 85, on faisait tous partie d'une même bande, et il fait ce clip, il veut le faire jouer par des vrais copains d'enfance, parce que c'est un ode à l'enfance, mais il se dit mes copains d'enfance ce ne sont pas des acteurs, donc je vais faire appel à des copains acteurs. Et je me retrouve, on était 4, il y avait Christian Charmetan, Thierry Ray, Patrick Bruel et moi-même, et je me retrouve dans ce clip. Et ça aussi, on en parle beaucoup au moment où je le fais. J'ai beau jouer Lorenzo Show avec Francis Huster, on ne me parle que de deux choses, de tout ça pour ça, et de... on s'était des rendez-vous dans 10 ans, même heure, même pomme. Ce qui était une très très belle chanson, réalisée par Elie Chouraki. C'est un très 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 bon souvenir. Et maintenant, je me vois il y a 30 ans. C'est très amusant. Et puis, il y a une autre chanson qui vous émeut. C'est une chanson qui nous ressemble. Oui. Toi, tu m'aimais. Ça, cette chanson, mais elle vous émeut aux larmes. Pourquoi je sais pas, parce que j'ai vu d'abord... je la chante sur scène, hein. J'adore la chanter. J'aime bien la... Elle m'émeut parce que mon père, qui n'est plus de ce monde, adorait que je la chante. Ma mère adore. Et c'est vrai que dès que j'ai un... Je sais pas pourquoi, j'adore cette chanson. Elle me bouleverse parce que c'est la chanson des Portes de la Nuit, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, qui est un film qui n'a pas marché du tout. Mais les critiques appelaient Les Portes de l'ennui, d'ailleurs. Les Portes de l'ennui, oui. Mais et puis j'avais une grande admiration pour Montand que j'ai vu à l'Olympia en 81. Et il l'a chanté évidemment magnifiquement. Et ouais, c'est une chanson qui me bouleverse, je la trouve. Puis j'adore Prévert, quoi. Donc l'alliage Cosma Prévert, c'est quand même sublime. Oui. Et Montand, on le sait pas, a démarré comme imitateur. Mais oui, ça je le savais. Oui, il imitait Donald Duck. Et Trenet, je crois qu'il faisait Trenet. Oui, Donald Duck, c'était sa première imitation. Exactement, c'était sur une piste de pétanque à Marseille, au pied d'un bar. C'était ses vrais débuts encore. Il s'appelait même pas Yves Montand à l'époque. C'est drôle, il s'appelait Yves Olive. Exactement. C'est un de mes grands regrets, c'est de ne l'avoir jamais croisé, alors que je l'adorais. J'ai failli le croiser grâce à Vincent Lindon qui tournait un film avec lui, et puis malheureusement, ça s'est pas fait. Ce qui est étonnant avec vous, Antoine Duléry, c'est que vous êtes resté le petit garçon qui s'émerveille devant les stars.
Oui, enfin, en tout cas, des stars, les gens qui sont, bien sûr, des stars, vous avez raison de le dire, mais qui sont des gens surtout qui ont beaucoup, beaucoup de talent et qui sont des gens souvent extrêmement simples, voilà. Donc, ah oui, moi je suis resté ce petit garçon émerveillé, mais c'est formidable, il faut rester admiré, c'est magnifique admirer. Vous savez, moi j'aime bien admirer les gens, c'est pour ça que je leur rends hommage. Et un jour, j'ai un copain qui est venu, un copain à moi qui avait vu mon spectacle, qui est philosophe, et il m'a écrit un petit mot, et il m'a dit, tu es admirable parce que tu sais admirer. Alors, je suis pas en train de brosser, mais j'ai trouvé que c'était une formule qui était très très belle. Et c'est vrai que je reste émerveillé. Oui, quand je me retourne, je pense à tout ça. Je me dis, quand j'ai fait un jour, j'étais chez Caroline de Monaco, et qui était une copine avec Vincent Lindon, et j'ai fait quand même, son père était là. C'était un 31 décembre. Je savais pas que son père était là. Régnier de Monaco. Et elle m'a dit, je t'en supplie, Antoine, tu me fais tellement marrer quand tu fais Michel Serrault. Papa adore Michel Serrault, fais-lui Michel Serrault. Et dans la cuisine, me v'là à régner de Monaco, à lui faire Michel Serrault. Monseigneur, comment ça va? Et il pleure de rire. Et le lendemain, il me le redemande. C'est surréaliste. J'ai 32 ans, je me dis, je suis là. Moi, ce petit garçon de Bréac, je suis en train de faire Régnier de Monaco, Grace Kelly. Je suis en train de faire Michel Serrault dans une cuisine, dans une maison de province à Régnier de Monaco, qui est en pull avec ses clopes, et qui pleure, mais de rire. Et qui le lendemain me redemande de lui faire Michel Serrault. Ben ouais, je suis toujours étonné de ces trucs-là. C'est marrant la vie. Mais la vie est tellement marrante que vous continuez. Mais je continue. Et on va évoquer le 4 juillet 2025 avec ce nouveau spectacle dans quelques instants sur Sud Radio avec Antoine Duléry. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Antoine Duléry. On a parlé de votre parcours, d'Agatha Christie, de tous les rôles que vous avez joués au cinéma, de votre amitié avec Belmondo, avec Johnny et quelques autres. Et puis, 4 juillet 2025, vous retrouvez le Festival d'Avignon pour la seconde fois avec un spectacle Antoine Duléry lit entre les lignes. Alors, on pourrait imaginer que c'est un spectacle de lecture parce que c'est très à la mode pour les comédiens paresseux. C'est pas du tout ça. Non, mais c'est vrai que ça peut... la lecture, ça fait toujours un peu... ça peut faire emmerdant, mais c'est pas le cas. Évidemment, je lis des textes qui s'appellent... Je lis entre les lignes, mais pas que. Donc il y a beaucoup de textes que je dis aussi, que je sais par cœur, bien sûr. Et puis je fais lire les gens dans la salle. C'est un peu interactif. Je leur fais écrire une phrase. Voilà, je m'interroge beaucoup sur qu'est-ce que c'est que la lecture. Pourquoi on lit? Pourquoi maintenant ce qui est le plus lu, ce sont les textos? Pourquoi les journalistes ne sont pas des journalistes, mais des lecteurs, puisqu'ils lisent le prompteur? Alors, je parle évidemment de l'incendie de Notre-Dame de Paris, comme si c'était un journaliste qui l'a décrit. Et hop, 2 minutes après, ça me permet de faire l'incendie de Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Vous voyez? Donc, il y a toujours un lien avec l'époque d'aujourd'hui. C'est pas moi qui vais derrière un pupitre et qui lit des trucs. Non, c'est vivant. Et à un moment donné, je fais aussi participer et on va même écrire une phrase que, comme dans le Cadavre exquis des surréalistes, je vais faire écrire une phrase que personne n'a jamais lue puisque personne ne l'a jamais écrite. Donc voilà. Et puis je parle des chansons qu'on ne lit pas, mais qu'on écoute. Je parle du théâtre qui n'est pas fait pour être écouté, pas pour être lu, mais qui est fait pour être vu et entendu. Vous voyez, c'est très large. C'est pas bonsoir, je vais vous lire des textes. On s'amuse bien et on passe un excellent moment. Et en plus, pardon, je vais finir, mais surtout qui sont évidemment avec des textes qui sont très très variés. Je vais de Baudelaire à Francis Blanche, je vais de Paul Valéry à Marguerite Duras, je vais de Raymond DeVos à comment dirais-je, à Victor Hugo. Enfin voilà, donc c'est très éclectique et c'est tout ce qui me plaît moi comme lecteur. Alors c'est du 4 au 26 juillet à l'Essaillon, qui est une salle d'Avignon. Et il se trouve que cette idée vous est venue parce que finalement la lecture vous a accompagné depuis votre enfance, Antoine Duléry. Oui, j'ai toujours beaucoup, comme encore une fois, j'étais un petit garçon très timide. J'avais deux trucs qui me sortaient un peu qui m'occupait, quoi. J'avais le dessin, mais qui était quand même un art solitaire, et la lecture aussi, qui était un art solitaire, mais qui me permettait de m'évader. Et j'ai lu très tôt, évidemment, tous les livres qu'on m'offrait. Donc ça a commencé par, évidemment, d'abord la bande dessinée, ensuite les Bob Moran, et puis ensuite tous les Alexandre Dumas qu'on m'offrait, tout ça, chaque année, chaque Noël, j'avais... Donc, et ça m'échappait. Je m'échappais, et je me mettais à la place de ces héros. Et c'est ça qui m'a amené après, je crois, à vouloir être acteur. Parce que je me prenais pour D'Artagnan, je me prenais pour le Capitaine Fracasse, je me prenais pour tous ces livres. Je me voyais en costume. Je m'imaginais être les personnages que je lisais. Et la lecture m'a beaucoup aidé. Et je suis toujours
un grand lecteur, moins que d'autres, mais plus que d'autres, et j'adore les livres, je suis un malade des livres, j'en ai partout, et on devrait m'interdire de librairie quand on interdit certains de casinos, parce que dès que je rentre dans une librairie, je pars avec 3-4 bouquins, que je vais pas lire tout de suite, peut-être 10 ans plus tard, mais je ne peux pas m'empêcher d'acheter des livres, et de tout, hein. Je suis très éclectique, mais mon auteur préféré reste quand même, et là j'ai encore beaucoup de livres à lire de lui, parce qu'il en a écrit 350, c'est monsieur Georges Simenon. Et vous rêvez un jour de jouer Maigret à l'écran? Je rêve de refaire Maigret, enfin de le faire, ça fait longtemps, parce que je trouve que Maigret c'est exceptionnel, au-delà évidemment des enquêtes, c'est presque de la philosophie, quoi, de vie. Et John Simenon m'a dit, son fils m'a dit, tu feras un Maigret formidable. J'ai l'âge, je crois, hein, c'est lui qui m'a dit, et j'adorerais faire ça. Et j'en ai parlé avec un type formidable qui s'appelle Jacques Santamaria, voilà, et qui évidemment m'a dit, je voudrais qu'on fasse Maigret ensemble. Et lui serait évidemment le scénariste le mieux pour adapter, parce que c'est un grand adaptateur de Simenon. J'ai fait 2 Simenon avec lui qui n'étaient pas des Maigrets, qui étaient La Mort d'Auguste et La Boule Noire, qui sont 2 films formidables, et réalisés par Denis Malval, et il est formidable, Jacques Santamaria. Donc j'espère peut-être qu'un jour, une chaîne va dire « Ah bah ok », et là, je serai fou de joie, mon cher Jacques, parce que je ferai les 75 épisodes de Maigret. Oui, et il faut savoir que Simenon écrivait un Maigret en 8 jours, enfermé chez lui. Il préparait ses notes, il avait des petites enveloppes où il mettait le texte écrit au crayon jour après jour. Moi, je l'ai connu, Maigret, Simenon. Quelle chance. Pour ses mémoires intimes, on se parlait au téléphone, il donnait tous ses scoops à l'époque. Et sa petite maison à Lausanne, où il vivait avec, dans le jardin, un arbre où il y avait les cendres de sa fille, c'est très émouvant. Et de son passé, il n'avait gardé que sa collection de pipes et le manuscrit de ses mémoires intimes. C'est fou, hein. C'est fou, hein. C'est fou. Quel personnage. Quel personnage incroyable. Et alors, vous évoquez aussi, et je crois que vous l'évoquez dans ce spectacle, un livre qui a marqué vos jeunes années, c'est L'île au trésor. Alors, L'île au trésor, je crois pas que je le cite dans les, mais L'île au trésor, oui, ça a été, pareil, ça fait vraiment, L'île au trésor, je crois que c'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'étais en âge de lire. L'île au trésor, oui, c'est très très important pour moi, et Stevenson, c'est quand même un auteur extraordinaire. J'ai lu après pratiquement tous ses livres. Mais L'île au trésor, oui, c'est l'enfance, c'est les premiers, c'est l'enfance, c'est l'évasion, c'est l'aventure, c'est tout ce que j'ai retrouvé après avec les films de Jean Marais, les films de Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul, pour moi, c'est pourquoi je l'adore, parce que c'est l'homme de Rio. L'homme de Rio, c'est pareil, c'est ça, c'est la recherche d'un trésor, c'est la cavalcade, c'est ça que j'aimais, moi. Et puis, les historiens se sont inspirés de Stevenson pour savoir où se trouvait l'île au trésor, car il ne l'a jamais dit. En fait, ce serait l'île Cocos au large du Costa Rica. Oui, j'avais entendu parler de ça. Alors ça, j'y suis jamais allé, mais j'aimerais bien y aller. Vous me faites envie d'y aller. Alors, effectivement, ce spectacle où vous lisez entre les lignes, d'abord, l'expression lire entre les lignes, je sais qu'elle vient d'un philosophe allemand, Léo Strauss, en 1952, dans un livre, La persécution et l'art d'écrire. Bravo, mon cher Jacques. Alors ça, j'ignorais totalement. Mais c'est joli, lit entre les lignes, parce que ça veut dire que je ne fais pas que lire, je lis aussi entre les lignes. Voilà ce qui se passe entre les lectures. Et puis je parle de l'histoire de la lecture. J'explique aux gens, par exemple, l'alternance des rimes féminines et masculines chez Racine, que j'ignorais. Donc tout ça, c'est l'intermède entre les lignes. Et puis à ce côté, je lis entre les lignes, évidemment, celui qui vous dit la bonne aventure, quoi. Donc il y a un petit jeu de mots pour ça. Je les emmène dans une aventure. Une aventure littéraire dont on a bien besoin, parce qu'à l'époque des tablettes, le livre reste un objet important. Exactement. Moi, j'adore le livre. Je vois plein de gens dans le train qui lisent. C'est déjà formidable qu'ils lisent, parce qu'ils lisent sur des tablettes, mais ils lisent. Mais moi, j'ai besoin du papier. Je suis à l'ancienne, j'ai besoin du papier. J'aime l'objet livre. J'aime l'objet livre. Et ça, j'en parle aussi. C'est très important. Et comme disaient Umberto Eco et Jean-Claude Carrière, n'espérez pas vous débarrasser de vos livres. C'est vrai qu'on a du mal, même si j'en ai en double, j'ai du mal à m'en débarrasser. Et Claude Sérillon m'a expliqué un jour, quand il lisait un livre dans un train, il le laissait pour que ce livre continue à vivre. Mais oui, alors ça m'est arrivé souvent de le faire, parce que je crois qu'il faut... J'ai du mal, vous voyez, je vous dis le tout et son contraire. J'ai du mal, mais de temps en temps, maintenant, je me force, parce que moi-même, j'ai récupéré des livres, quelquefois sur des arrêts d'autobus, etc., ou dans le train, et je trouve ça très, très joli. Donc maintenant, je le fais. Bon, je vais pas le faire avec un bouquin de la Pléiade, bien sûr, mais je le fais avec un livre comme ça, de livre de poche. Je vais effectivement le laisser. Je trouve que c'est très joli, c'est un passage qui se fait. Alors, la lecture, et vous l'expliquez dans ce spectacle, lié entre les lignes, Antoine Duléry, ce n'est pas seulement les livres, c'est aussi les panneaux publicitaires, c'est aussi les notices de médicaments.
Oui, je commence le spectacle en lisant une notice de médicament. Alors ça fait beaucoup rire les gens parce que je dis je vais vous lire un texte qui m'émeut particulièrement et que je lis tous les soirs avant de m'endormir. Donc les gens s'attendent à un grand texte. Et je lis une notice de médicament. Je commence le spectacle comme ça. Donc les gens rigolent. Et je le lis avec beaucoup de verve. Et comment vous avez... Allergie, brusque gonflement du cou. Alors les gens sont... Je dis mais oui, vous riez, mais maintenant je lis. Donc ça reste de la lecture. Et effectivement, je lis, je parle de tout. C'est pour ça que je dis, je parle des panneaux routiers, je parle des factures, je parle des critiques, je parle des panneaux publicitaires. Enfin voilà, de tout ce qu'on lit dans une vie. Et puis je dis, on lit toute sa vie et on finit par être lu. Notre nom sur une tombe. Et oui, un jour après, c'est nous qui sommes lus, et tant mieux d'ailleurs. Mais voilà, c'est tout ça. C'est un voyage littéraire et je parle de tout ce qui est la lecture. Et je parle aussi notamment des textos. Qui sont aussi on lit des textos, malheureusement. Alors je raconte qu'évidemment avant, quand un jeune homme déclarait sa flamme, ça donnait voici des fleurs, des fruits, des feuilles et puis des branches. Bon, maintenant c'est pas. J'imagine si Marcel Proust écrivait des textos, ce serait un peu plus long, mais ce serait intéressant. Et puis il y a les chansons aussi. Je crois que vous évoquez celle-ci. C'était Lolo, j'ai vu une interview où vous parliez de cette chanson. Non, alors c'est pas celle-là, pardonnez-moi Ouais. Jacques, c'est pas là, je parle d'une chanson qui est celle de... Je parle de plusieurs chansons, je parle d'une chanson de la compagnie créole qui s'appelle « C'est bon pour Voilà. le moral ». Mais celle-là, vous avez évoqué dans une interview, étonné par les paroles, oui. Ah bah alors autant pour moi, je m'en souvenais pas. Mais bon, alors je parle de ces bons, je dis quelquefois, je parle des tubes. Je dis les tubes souvent, on croit les connaître, on connaît les paroles par cœur, on écoute, on les fredonne, mais on n'écoute pas vraiment le texte. Et parfois on passe à côté de véritables chefs-d'œuvre littéraires. Et là, à ce moment-là, je dis à petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Donc je cite la compagnie créole comme si c'était du Sartre ou du Flaubert. Voilà. Voilà. Et je parle aussi de la chanson. Ben oui, je parle de Barbara et de Yves Montand que j'imite un petit peu. Et puis vous évoquez aussi les commentaires sur certains livres qui peuvent détruire des livres, et ça c'est insupportable. Oui, je parle surtout de mon spectacle. Je m'amuse à dire que j'ai lu la critique de mon spectacle sur Billet Réduc. Vous savez, qui est un truc où on peut critiquer les spectacles. Alors je fais croire que j'ai eu une mauvaise critique et ça me permet de rebondir sur le fait que si Billet Réduc, que tout le monde donne son avis sur tout maintenant, voilà, tout le monde donne, même si on n'est pas spécialiste et surtout si on ne l'est pas. Alors je dis, bon ben voilà, si Billet Réduc existait du temps d'Homère, on aurait lu de drôles de critiques sur l'Iliade et l'Odyssée. Vive le Pastaga 64. Ouais, j'ai lu l'Iliade, c'est de la merde. Le cheval de Troie, c'est bidon. Comment peut-on faire rentrer des gens dans un cheval ? Hashtag foutage de gueule. Ce serait peut-être ce qu'on aurait aujourd'hui. Exactement. Voilà. Et puis vous évoquez ces journalistes, effectivement, qui sont des lecteurs, car ils lisent le prompteur. Oui, je dis qu'ils ne sont pas des journalistes, ce sont des lecteurs, puisqu'ils lisent le prompteur. Et là, je fais la bande-annonce d'un journal télévisé. Bonsoir. Voilà, rappel des titres. L'ouragan Mathilda continue à progresser vers les Caraïbes, déjà durement touchés, et terrible incendie à Notre-Dame de Paris. Nous retrouvons sur place notre correspondant Jean-Luc Grognard. Et là, je fais Jean-Luc Grognard qui fait... Oui, effectivement, je suis sur le parvis de Notre-Dame. Il y a beaucoup de flammes, de fumée. Et je viens de parler avec un pompier qui m'a dit que c'était un terrible incendie. Badaboum, mais je dis, ça manque un peu de poésie, non? Moi, je préférais quand c'était Victor Hugo qui nous racontait l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et là, je prends Notre-Dame de Paris et je lis Victor Hugo. Mais... Vous voyez, je fais des ponts entre l'époque d'aujourd'hui, l'époque d'hier. Et l'époque d'avant-hier, puisque... et l'époque d'avant-hier. Claude Darget, quand il débutait à la télévision, quand il lisait une dépêche, il faisait bien comprendre en la montrant à l'écran que c'était une dépêche qu'on lui avait imposée par le ministère de l'Information. Ah, c'est drôle. C'était extraordinaire, on ne peut plus imaginer ça à la télévision. Ah non, c'est fini. Mais je vous sais, moi j'ai une amie qui, la fille de Jean Gabin, qui j'adore, Florence Moncorgé, qui me dit « Ah, l'autre jour, je t'ai vu sur Antenne 2 dans une très belle dramatique ». C'est génial. Oui. Donc elle dit Antenne 2 pour France 2, et elle dit pas téléfilm, elle dit dramatique, comme il y a 40 ans. Oui. Et elle me dit encore maintenant, je t'ai vu sur Antenne 2 dans une très belle dramatique. C'est génial.
Finalement, en voyant ce spectacle, on n'aura qu'une envie, c'est se plonger dans un ou plusieurs livres, comme vous le faites en permanence. Ben écoutez, quand je l'ai déjà fait, ce spectacle, avant de le reprendre évidemment, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, moi je suis pas un grand lecteur, mais ça m'a donné vraiment envie de lire, ou ça m'a donné envie de relire tel livre, Baudelaire, ou ça, ou Duras, etc. Donc j'ai même vu des jeunes qui m'ont dit, ah c'est super, ça me donne envie de lire, etc. Et j'ai trouvé que c'était formidable de donner l'envie aux gens si je peux apporter ma petite pierre pour ça, ce serait génial. Alors, c'est du 4 au 26 juillet à Oui. l'Essaillon à 13h30 à Avignon. Et ensuite, peut-être une reprise, parce que c'est un spectacle. J'espère. Alors après, il faut dire aux ceux qui nous écoutent que je vais jouer un jour sur deux, parce que c'est comme ça, parce que le théâtre est fermé, etc. Donc il faut bien qu'ils surveillent, vous savez, sur Internet. Oui. Je vais pas jouer 26 fois de suite, mais une dizaine de fois. Et après, oui, je vais partir en tournée. J'ai déjà quelques dates de tournée dans toute la France. Ça me plaît beaucoup. Donc, je vais partir en tournée avec ce spectacle au moins jusqu'à fin décembre. Et peut-être après aussi. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas. Merci, Jacques. On va le lire entre les lignes à l'Essaillon à 13h30, effectivement, Exactement. à partir du 4 juillet. Et on doit bien faire attention sur Internet aux jours de représentation. Merci Antoine Duléry. Merci, Jacques. Continuez ainsi, parce qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas évoqués. Vous reviendrez dans les clés du Je reviens dès demain. Eh ben, peut-être après-demain, mais... Après-demain. Voilà. Allez, après-demain. Merci beaucoup, Jacques. Merci C'était à un vous. vrai plaisir. Et réciproquement, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.